On commence ça maintenant, c'est 35 mm de podcast, épisode 43. Je fais juste un petit rappel qu'on est sur Patreon pour ceux qui ne le savent pas. Donc, vous pouvez trouver notre compte Patreon sur l'application ou le site de Patreon. On met nos extraits, nos épisodes à l'avance. Sinon, on est sur Facebook, les informations sont là. On est sur YouTube, toutes les plateformes. Et pour l'instant, on est au Studio 21 encore une fois et on est avec Joe Duguay. Jonathan, bonjour Maxime. Je suis content que tu sois là. C'est ta première fois ici, mais on a déjà fait de la radio quand même une couple de fois. C'est la grande époque de CISM aussi. Oui, on avait une émission qui s'appelait « Au pire, c'est juste une heure ». Puis c'est un peu ça en ce moment, parce que ça va durer à peu près une heure. Puis tu sais, gars, si vous avez pas aimé ça, vous avez perdu votre temps, au pire, c'est juste une heure dans votre vie. Écoute, je détestais le titre, puis toi, tu le rejustifies des années plus tard. C'était mon idée, le titre, by the way. J'adorais le titre, c'était un bon titre. Non, c'était un très bon titre. C'était un bon titre. On y reviendra. Aujourd'hui, on parle de Noah Baumbach. Puis là, t'es nouveau dans le podcast, dans le projet. Je t'ai demandé qui ça te tentait comme réalisateur. Je donne le choix. Ouais. Tu m'as donné une pas pire liste et ça va dans tous les sens. On aurait pu faire Éric Rohmer. Ouais. Mais tu voulais pas parce que c'était pas assez... Non, mais peut-être quand on sera rendu à notre 200e épisode, peut-être. Mais... ouais, OK. Quel respect pour les grands du cinéma. Là, non, mais je connais pas beaucoup. Puis, je comprends. Je vais vouloir le faire éventuellement. Mais là, Noah Baumbach, ça me parlait plus. C'est un réal que t'aimes beaucoup. Puis je pense que je sais pourquoi, mais je voudrais savoir qu'est-ce que t'aimes dans son cinéma. Ben là, tu m'as titillé. Là. Qu'est-ce que t'aimes dans son cinéma? C'est parce que moi, je te reconnais dans son cinéma. OK. C'est drôle parce qu'on avait parlé aussi récemment qu'il y avait deux types de films de Noah Baumbach. Un petit peu plus lumineux puis un petit peu plus dark. Ouais. Et là, je crois deviner lequel des deux dans lequel tu me reconnaissais. Pas toujours. Non, c'est pas juste les dark. Ça me touche, en fait. Son cinéma me touche en général. Mais pourquoi il me touche? Mais parce que les personnages... Je sais pas par où commencer parce qu'on va en parler plus tard, mais tu sais, c'est vraiment des... Bon, c'est quoi? C'est des artistes, c'est des écrivains, c'est tout ça. Ouais. On peut faire tout de suite, on va le dire tout de suite, le parallèle avec Woody Allen est très évident. Énorme. Ouais, j'essayais de pas le dire. Non, je sais, mais je t'ai dit, on va le dire tout de suite. On va essayer de pas le répéter par la suite 20 fois parce qu'il y a quand même son cinéma à lui. Mais les deux, on est fans du travail de Woody Allen, on a vu tous ses films. J'ai dit son travail. J'essaie de... Ouais, c'est son travail. Et on a vu tous ses films. Il y en a presque 50. Il y a peu de gens que je connais qui ont vu tous les films de Woody Allen. Quand tu le fais, par contre, tu réalises que la majorité sont pas bons. Mais c'est exactement. Au moins la moitié. Ouais. Oui, mais tu sais, la moitié sur 50, c'est quand même 25 bons films. Ouais. Puis, donc, c'est ça. On peut tirer des ressemblances avec le type de personnage, le type d'histoire ou de non-histoire. Tu sais, d'avoir des artistes qui sont en crise existentielle, toujours des problèmes amoureux aussi. Là, c'est beaucoup la famille, dans le cas de Noah Baumbach, avec les parents, des divorces, des trucs comme ça. C'est pour ça que tu as pensé à moi aussi, la famille dysfonctionnelle aussi. Non, on va en parler plus tard. Mais non, mais c'est plus... c'est ça, il y a des personnages qui me faisaient penser à toi, qui sont... vas-y, non, mais sont toi. Non, ils sont un peu socially awkward, mais dans le bon sens. Je veux dire, tu sais comment acter, puis c'est la grande qualité, puis je suis content que tu sois au podcast. T'en as très longtemps. Non, mais c'est ça, il y a des personnages qui ont de la misère à tu sais, les transitions entre les étapes de leur vie sont toujours un peu difficiles. Donc, que ça soit de l'adolescence à l'âge adulte ou le moment où il faut être marié, où il faut avoir une job, ou faire comme tout le monde. Il y a un peu de cette grosse crise-là qui est dans son cinéma constamment. Tu sais. Les personnages sont toujours en crise. Puis c'est souvent des crises qui ont rapport avec... dans les films familiaux, c'est des crises qui ont rapport avec l'enfance aussi, qui n'ont jamais été réglées. Puis c'est souvent des égos blessés, puis le problème de la communication, puis tout ça qui revient. Ça, je me reconnais pas trop là-dedans. Cependant, des crises existentielles. Oui. Tabarouette, hein. D'ailleurs, le premier film, Kicking and Streaming, je me suis dit, j'aurais adoré ce film-là à 24 ans. Aujourd'hui, il m'annoie un peu, ce film-là. Okay. Pas parce que j'allais dire que j'étais encore dans la même étape, là, mais on va... Non, t'es rendu ailleurs. Là. Je suis rendu ailleurs. T'es un doctorant. Là. Oui, puis je suis pas du tout comme le personnage du barman là, qui veut juste pas rentrer dans la réalité. Là. Je me suis pas du tout reconnu là-dedans. Woody Allen, les personnages, New York. Oui, New York, évidemment. Aussi, la légèreté aussi. La légèreté aussi entre le drame et l'humour. Ouais. C'est tout le temps drôle, même dans des situations dramatiques. Ça flirte entre les deux aisément, une fluidité. Les personnages, oui, c'est des artistes, oui, mais il y a quelque chose aussi qui est très Woody Allen, c'est que c'est des bourgeois culturels urbains. T'sais. Liberal. C'est pas des gens de droite, là, c'est des gens relativement gauchistes qui sont bien nés souvent et aussi très hypocrites.
Ça, c'est très Woody Allen. Oui. C'est très, puis la bourgeoisie, tu dirais, elle met donc bien ça de Woody Allen. Il nous présente notre côté sombre. Il présente à peine votre côté sombre, ma ligne de bâtard. Mais oui, c'est un peu ça aussi. Puis ça sent beaucoup... Ça sent à toutes les fucking étapes du film. Ouais. Comme Teaching and Streaming, c'est la jeunesse dans une très grande université. On le voit juste avec le campus. Ouais. C'est pas l'UDEM, c'est pas l'UQAM. On n'a pas commencé à parler du film. En fait. Non, ben on va rentrer dedans. On va rentrer dedans. Tu peux le mettre. Kicking and Screaming, que moi, je voulais l'aborder parce que c'est pas très connu. Hein? Soyez pas « Ah, mon Dieu, j'ai manqué ça ». Ben, c'est un peu normal. C'est un film de son début de carrière en 95, donc il s'est fait un nom comme peut-être 10 ans plus tard. Donc, c'est un peu normal. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est ses débuts. Puis moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Il est vraiment imparfait. Mais il y a plein d'affaires que j'apprécie. C'est ça commence sur un campus universitaire avec une graduation, dans le fond. Donc, des amis qui terminent le collège et on va voir pendant 1h30 un peu leur été ou l'année qui suit où ils choquent un peu de poursuivre leur vie puis de suivre les étapes normales que tu devrais suivre à cet âge-là. Donc, il y en a un qui va littéralement te choquer à l'aéroport où ce qui est supposé aller dans une autre ville pour étudier ou travailler. Puis là, ça ne tente pas. Il va juste errer dans un appart. Il va bien des scènes d'appart, de party, de bar. Tu sais, des trucs, bon. De jeunes. De jeunes. Tu sais, dans le temps. On l'a vu 1000 fois. Là. Dans le temps, nous autres, on avait une vie de même. Ben oui, on se reconnaît beaucoup là-dedans quand même. Je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Et il n'y a même pas vraiment de personnage principal. T'en as un qu'on voit un peu plus que les autres là, à travers des flashbacks, puis sa relation avec sa blonde, mais c'est quand même... on suit des jeunes, un peu comme un American Graffiti ou un Dazed and Confused. C'est un hangout movie. Un hangout movie. Moi, j'aime ça quand même, quand c'est réussi. Mais moi, des personnages me faisaient vraiment penser à toi. Il y en a un... Parles-tu de... Ouais, vas-y donc. Ben, il reçoit une pinte de bière au bar. Ah, ben oui. Non, je savais que t'allais me parler de ça. Non, j'ai écouté ça hier. Il reçoit une pinte et il y a un peu de bouffe dans sa pinte de bière. Ouais. Mais il veut pas le dire, il veut pas la retourner, puis il la boit pareil. Ouais. Ça, c'est extrême. J'aurais pas mangé le bout de... Lui, il mange, là. Ouais. Ouais, j'aurais pas fait ça. Mais non, mais ça, c'est complètement moi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, ça y est, ça, c'est toi. Non, ça va être moi, ça. Ouais. Mais, bon, globalement, excusez-moi, je bois du kombucha. Hein. Ah ouais, ça te fait rater, hein? Non, Maxime. Hangout movie. Moi, ça me fait penser, premièrement, bon, qu'est-ce qui a influencé les hangout movies des années 90? Souvent, c'est Mean Streets de Scorsese. Ah ouais. Qu'est-ce qui a influencé Mean Streets? C'est le premier film de Fellini, I Vitelloni, 1953. Je pense que c'est son premier film. Okay. Comme dans une petite ville, je pense que c'est la ville de Fellini, peut-être, dans le Rimini, une petite ville de rien du tout, des jeunes. C'est très bon, ça ressemble à tous ces films-là. Là. Et puis ils savent pas quoi faire, ils s'emmerdent, ils savent pas comment commencer leur vie. Puis à la fin, il y en a un qui décide de s'en aller. C'était pas nécessairement le cas dans ce film-là. Il y a la tentative, mais ça arrive pas. Et ouais, c'est ça. Puis ils sont un peu pathétiques, puis on est probablement amoureux, puis ils font rien, ils font juste hang out, puis tout. Ils sont devant un genre de vide existentiel qui est pas le même des années 90, parce que ça, c'est un film de slasher. C'est un peu ça le thème, de la génération X, là. La génération X, c'est quoi? C'est l'ironie, c'est un peu ça dans les dialogues qui viennent un peu gossants parce qu'ils sont un peu trop witty. Ouais, il y a beaucoup de small talk cleverness. Mais t'as envie de les frapper un peu, mais en même temps... il y a des bons gags, par exemple. Il y a des bons gags, ouais. C'est ça être jeune aussi, tu sais. Ouais. Jeune semi-intello, là. Insufferable, you know? Mais c'est pas leur personnage, c'est pas les personnages de Noah Baumbach qu'on va voir plus tard qui sont vraiment désagréables. Non. Tu sais, ils sont pas désagréables pas encore. Mais tu vois qu'ils vont devenir dans leur vie, là, si on les suivait pendant des années peut-être, mais ils sont pas encore désagréables. Ils sont juste comme full of shit, là. Ouais. Mais c'est souvent... Mais c'est... Oui. Puis, tu sais, comment dire? C'est vraiment un film typique, je trouve, qui représente la génération X, c'est-à-dire ils savent pas quoi faire, mais ils ont pas de guerre, eux autres, là. Puis ils sont dans l'individualisme total de cette époque-là, qui commence à montrer, par contre, ils ont l'impression que c'est eux qui doivent faire advenir ce qui va leur arriver dans la vie, parce qu'ils veulent pas suivre ce que la société leur demande de faire. Puis je sais pas, c'est... Puis en fait, ils se complaisent souvent dans le cynisme, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans ce film-là, parce qu'ils sont aussi très affectés, puis tu sais, ils sont sensibles, mais ils cachent cette sensibilité-là. C'est ça l'affaire avec les dialogues, c'est que oui, ils sont très witty,
mais ils sont très postmodernes. Dans le sens, j'aime pas le postmoderne, j'aime pas le mot postmoderne. Mais c'est pas ça que je veux dire, ils sont très aware. Ouais. Ils sont self-conscious de leur position, puis ils vont juste d'une façon très détachée, très lucide, juste commenter sur je me sens comme ça, puis faire semblant qu'ils s'en foutent, puis fumer des cigarettes quand dans le fond, il se passe des choses à l'intérieur, on sait bien qu'ils s'en foutent pas. Ils essayent vraiment très fort d'être cool, et c'est ça être jeune. Si j'avais écouté ce film-là à 22 ans, j'aurais dit ils sont tellement fucking cool. Je m'emporte là. Tu peux sacrer, c'est pas grave. OK, mais il y a une scène que je veux pas décrire, mais il y a comme le gars, sa blonde est partie à Prague, jouer une personne. Il est même pas sur l'affiche d'ailleurs. Il est même pas sur l'affiche. Je considère comme le film. Ça, c'est Noah Baumbach, t'es jeune, hein? Oui, je sais. Bon, excusez-moi, je suis un peu. Bref, le gars, il est dans un party. Puis là, Josh Hamilton. Josh Hamilton. La fille, une des filles le sort, puis elle se met nue. Puis là, il est comme tout genre. Je parle au téléphone avec l'autre, il est comme sorry, il faut que je couche avec une. Non, souvent ils disent. Sophomore, non, ça, c'est le deuxième année, Sophomore. OK. Never mind, freshman. Puis là, il est comme ça me tente pas, mais ça me tente. Puis c'est la cigarette, j'ai l'alcool. Puis. C'est drôle parce que j'allais dire. Non, c'est pas que je veux que ça y tente, là. C'est pas que je veux que ça y tente, mais t'es tellement détaché de cette vie-là, là, t'es blasé. Là. Ça, c'est très fucking génération X. Hein. On va vite passer au prochain parce qu'on a un peu fait le tour parce qu'on va avoir le temps. Oui. On passe tout de suite à The Squid and the Whale en 2005. Qui est peut-être son breakthrough movie, là où il a comme été reconnu. Nomination aux Oscars en partant pour le meilleur scénario. Un film qui devait être avec Bill Murray, étant donné... mais qui a lâché dernière seconde. Ah ouais. Très, très peu d'avis. Donc, quel remplacement. Remplacement. Jeff Daniels, qui est incroyable là-dedans. L'année avant de Squid and the Whale est sorti The Life Aquatic with Steve Zissou, qui a été co-scénarisé avec Noah Baumbach et Wes Anderson, un des films qu'ils ont fait ensemble, qui est vraiment bon. Moi, c'est mon Wes Anderson préféré. Et là, l'année d'après, The Squid and the Whale, qui est un film sur le divorce, mais là, avec une unité familiale, 2 frères, les parents, 2 fils ados. Un qui a peut-être 10 ans, l'autre, il en a 16, là, je sais pas, à peu près. Et ils divorcent. Et moi, écoute, c'est sûr que mes parents se sont séparés. J'avais à peu près l'âge entre les 2 kids. Là. J'avais 12 ans. Donc, on se reconnaît quand même, mais pas besoin d'avoir vécu ça non plus pour se reconnaître. Il y a tellement, c'est tellement personnel, mais universel en même temps. On sait que ses parents à Noah Baumbach se sont divorcés dans les années 80 à New York. Énorme. Puis ses parents étaient profs, auteurs aussi. Là. C'est quasiment autobiographique. Ah ben ça l'est, là. Ça l'est. Même le sperme sur les livres. Ah oui, il faisait ça? Je sais pas. J'espère pas. Mais... C'est incroyable. J'avais trippé, je l'ai revu. C'est encore aussi bon. Je sais pas, toi, si tu l'aimes autant que la première fois que tu l'as vu, parce que tu as vu ça il y a un bout aussi. Hein? Ben, je l'ai réécouté. J'ai comme réécouté les films pour le podcast, puis je les ai réécoutés dans le désordre. Moi, le premier que j'ai réécouté, c'est Meyerowitz Stories. Meyerowitz Stories, si tu le prononces très bien. Et après, j'ai réécouté Squid and the Whale, puis j'étais comme, Jesus fucking Christ. Ben oui. Hein? Puis il y a tellement de ressemblances entre ces deux-là. On pourrait penser que Marriage Story est plus proche parce que c'est un divorce aussi. Ah, exactement, non. Mais au niveau des personnages, ces deux films-là, c'est comme les mêmes personnages, mais plus vieux dans Meyerowitz Stories. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, oui. Mais non, je l'aime toujours autant, bien sûr. Quand je l'avais vu dans le temps, je l'avais trouvé... c'est drôle, comment on est jeune, quand on est jeune, tu sais... Comme la scène où il embrasse... excuse-moi, on va parler. La scène où il embrasse son étudiante. Je trouvais ça moins weird dans le temps. Je trouvais ça moins pathétique. Mais là, ça fesse. Là. Ça fesse en vieillissant. J'avais 19 ans, by the way. J'allais dire, je vais y aller avec le scénario, mais je l'ai un peu dit parce que c'est ça, le scénario, au final. C'est un divorce. C'est un divorce. C'est de voir comment les 4 personnages, surtout les 2 kids et le père, là, mais vont dealer avec ça à leur manière, sont toutes exécrables, mais pas, c'est peut-être un peu violent comme mot, mais je veux dire, ça a l'air d'être d'un système de défense pour passer à travers ça. Tu sais, Jesse Eisenberg là-dedans c'est pas un de mes acteurs préférés, là, mettons, mais là-dedans, il est bon. Ça fit, comme dans Social Network, là, où quand il est un trou de cul, il est quand même bon. Il est très bon pour un trou de cul. Ce qui est louche, quand même. Oui, c'est un peu louche. Mais là-dedans, il est méchant avec sa copine, il est méchant avec son frère, il est méchant avec sa mère. Il idolâtre son père, qui est vraiment pas une bonne personne. Oui, mais la seule personne vraiment exécrable, on pourrait dire, c'est le père. Parce que Jesse Eisenberg, le personnage de Jesse Eisenberg, il est jeune, puis naturellement, il a accroché sur son père, comme...
j'imagine qu'il veut son amour, il veut son admiration. On le voit quand il copie la chanson de Pink Floyd. Je trouve absolument insoutenable comme scène. Je trouve ça tellement gênant. Ben, c'est très une pulsion jeune aussi d'insécurité. Tu sais, ouais. Ben ça, d'ailleurs, je vais l'expliquer pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais il fait à croire qu'il a écrit la chanson Hey You de Pink Floyd. Il fait à croire que c'est lui qui l'a inventé, qui l'a écrite, puis il la performe dans un genre de talent show à l'école. Puis il n'y a personne qui s'en rend compte. Très louche. C'est impossible. Il gagne. 100 piastres, il gagne le premier prix. Ouais, il gagne. Puis après, c'est comme, hey, votre fils a copié une tune, Mais je suis comme, Pink Floyd en 86, c'était connu. Connu en bâtard. Hey You. Hey You. Voyons. Moi, je suis comme, c'est vraiment. Il foutait pas chaud, mais ça. Ben, c'est vraiment pas un bon exemple, pour vrai, parce que là, dans les trivia de IMDb, Noah Baumbach expliquait que c'est arrivé à un de ses amis qui avait fait ça avec une tune de The Who. C'était pas mentionné le titre. C'était peut-être plus obscur, puis ça peut avoir fité, mais là, crime. Moi, dès qu'il écrit Hey You, puis il fait c'est toi qui écris ça? Ouais. Puis je suis comme, personne flash, là. Ouais. À part l'étudiante qui en parle dans la chambre plus tard, qui dit. Moi, je le savais. Ouais, moi, je le savais, ouais. Ah, ben, il se fait poigner plus tard. Mais, non, mais bref. L'ego blessé, c'est vraiment le centre. C'est l'insécurité totale. Le père, là, il est extrêmement pathétique parce que il est extrêmement insécure. Ouais. Sur sa vraie qualité, où il devrait être dans la vie. Il est très amer envers où il est, donc il analyse absolument toutes les choses selon ses propres insécurités. Puis c'est vraiment ça, ce film-là. On essaye c'est ça, ce film-là, c'est ça aussi, Marriage Story, c'est que les enfants essaient de communiquer avec les parents ou le père. Le père est pas capable d'écouter ou de même de se rendre compte ou de vraiment prendre en considération les êtres humains qu'ils sont ou qu'ils vont devenir, parce qu'il est trop fucking oui. Il veut juste comme remplir son ego. Il aime beaucoup. Pourquoi il aime son fils? Mais c'est parce que son fils l'admire. Ça le fait sentir bien. Il est vraiment pathétique, cet homme-là. La mère, ça va, la mère. On comprend très bien la mère. Ben oui. Puis c'est drôle, c'est elle qui va avoir plus de succès aussi en écrivant. Ouais. C'est elle qui, elle a comme moins de crédit parce que elle a commencé sur le tard. Elle n'est pas comme le père qui, lui, a déjà publié, puis il enseigne, puis il est donc bon. Mais tu sais, à chaque fois que son fils il dit j'ai lu ça à l'école, ça, c'est une œuvre mineure de ça. C'est des pédants qui disent ça, là, tu sais. Puis le fils qui lit même pas les livres dont il n'arrête pas de commenter, là, c'est Kafka, là. Ouais. Ça, je trouve ça très drôle quand même. Il parle de la métamorphose, mais il l'a clairement pas lu. Là. Ouais, puis il dit c'est très kafkaesque, puis la fille est comme, c'est écrit par Kafka, c'est sûr. Très drôle. Ouais, ça, c'est bon. J'ai pas ri, parce que je ris pas dans la vie, mais c'est quand même très, très drôle. Toi. Mais, puis moi, le bout, justement, il traite de Philistine. Philistine. Ça, c'est bon. Il arrête pas de dire, he's a Philistine. Exact. Il dit, le père dit à son fils, mais ce gars-là, c'est comme le nouveau chum à sa mère. Joueur de tennis, coach de tennis, peu importe. Ouais, puis il dit il est cool, ce gars-là, il est cool. Ouais, lui, c'est un Philistine. C'est quoi ça? Ben, Philistine, il s'intéresse pas aux grands films, aux grands livres. Nice. Comme c'était un gros défaut, là, tu sais. Il est pas comme nous, là. Il est pas. C'est comme la différence entre de caste pratiquement dans la société. Il y a ceux, il y a le peuple, comment on dit ça, la plèbe. La plèbe, oui. Puis il y a ceux qui s'intéressent à l'art. Mais des fois, c'est ça que ça fait, tu sais. Les estis d'intello, là, ils pensent qu'ils sont vraiment ouverts, mais dans le fond, ils sont extrêmement fermés. Puis ce qu'ils veulent, c'est le capital symbolique de la chose. Je sais que je sors des grands traits, là, mais c'est pour ça que je t'ai invité. C'est pour ça que tu m'as invité. Ben oui. Il est comme très, très, très vide d'un capital symbolique qu'il pensait avoir en étant un grand. Sûrement on sent que, là, j'extrapole, mais qu'il a parcouru les scènes un peu culturelles de New York dans sa jeunesse, puis qu'il a commencé potentiellement à entrevoir potentiellement qu'il allait pouvoir monter les échelons et être reconnu dans ces milieux-là, mais ça n'est pas arrivé. Et là, il est simplement amer et il repousse toutes, naturellement, ses échecs sur ses enfants ou sur les autres, et c'est toujours la faute des autres. Mais on peut pas faire autrement que trouver, tu sais, de le plaindre. On a un peu de pitié, oui, c'est peut-être quelqu'un d'exécrable. Oui, vraiment. On va continuer. Après ça, il a fait Margot at the Wedding. L'histoire est dans le titre, mais en même temps, il n'y a pas de mariage. Donc, on a comme, je vais l'expliquer brièvement, on ne va pas s'arrêter longtemps. Avec Nicole Kidman, Jack Black, Jennifer Jason Leigh. Donc, on a Margot, interprétée par Nicole Kidman, qui se rend au mariage de sa sœur quelques jours d'avance. Donc, ils vont juste cohabiter ensemble. Et c'est un peu, encore une fois, là, une famille dysfonctionnelle, qui ont des problèmes du passé, qui vont dealer ça tous ensemble, que j'avais pas vraiment aimé à ma première écoute. Je pense que je connaissais pas assez le cinéma de Baumbach.
je vais mettre la faute là-dessus, mais on dirait maintenant que je l'apprécie plus, je sais que, OK, ça, il n'y aura pas tant d'histoire, puis on va s'intéresser au développement des personnages. Puis là, j'ai plus été intéressé de voir comment ils pensent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent pas. Le personnage de Jack Black est vraiment intéressant aussi. Je me reconnais aussi dans lui. Ouais. Très amer, très déçu de la vie. Exactement, ouais, c'est ça. Je ne suis pas, mais j'ai failli l'être. Mais oui. Donc, moi, j'ai quand même vraiment aimé ça. Mais je pense pas que c'est un grand film. Si on compare au reste, là, c'est compliqué parce que cet homme, il me fait un peu penser à Greenberg, il me fait définitivement penser à The Squid and the Whale. Moi, j'ai un peu de choses à dire là-dedans parce que le personnage principal est écrivaine. Et en fait, sa sœur, on sent de la tension entre la sœur et ces deux personnes-là. C'est drôle parce que ces deux personnes-là ont des problèmes puis font semblant de bien s'entendre. Ils sont des meilleurs amis, mais dans le fond, à chaque fois qu'ils sont frustrés l'un envers l'autre, mais ils repoussent sur quelqu'un d'autre comme elle. C'est quand même une mère relativement exécrable. Vraiment pas moi, je me posais la question à savoir si on sait c'est qui Noah Baumbach dans Squid and the Whale, c'est un des enfants. Qui il est dans cette situation-là? Est-ce que la mère représente sa mère, qui ne représente pas du tout à la mère dans Squid and the Whale? Mais moi, j'ai l'impression que, étant donné que le parent se fait critiquer, la sœur, le personnage principal, Nicole Kidman, elle se fait critiquer par sa sœur parce qu'elle lui pompe un peu des matériels du réel pour pouvoir, je vais parler juste un peu, pour pouvoir écrire ses fucking livres, puis ça le gâche, ça le désimpacte dans sa propre vie à elle, qui a divorcé à cause de cette story-là. C'est ça qui fait Noah Baumbach en bout de ligne. Il disait qu'il se ressemblait plus au personnage de Nicole Kidman. Là. Ah ben oui, c'est ça. C'est intéressant. Puis ça qui est drôle, à la fin, on réalise, puis elle lui dit, on dit pourquoi t'es là? On se demande pourquoi t'es là. Ah, j'ai aussi une soirée dans une librairie, whatever. Ah, t'es pas vraiment là pour mon mariage. Mais qu'est-ce qu'on comprend en fait, c'est qu'elle, inconsciemment, ça rend même pas compte, mais on a l'impression qu'elle est là seulement pour pouvoir pomper encore du matériel pour écrire. Puis quand sa simple présence occasionne des gros problèmes parce que on voit qu'elle critique Jack Black. Elle voit bien que t'es pas heureuse, tu peux pas te marier avec lui. Fait que là, elle vient chambouler le petit cocon qu'elle essayait de se construire. Pour se donner du matériel. Pour se donner du matériel. Puis après, une fois que ça est comme, naturellement. Non, naturellement, c'est toi qui as apporté la marde. Je trouve ça assez intéressant quand même. C'est vrai. Ouais. C'est très bon pour ça. Entre-temps, en 2009, il a coécrit Fantastic Mr. Fox avec Wes Anderson. Donc, les deux films qui ont collaboré ensemble, on les a nommés. Et là, on va partir Francis A., mettre ça sur les écrans parce que c'est un film important. C'est un film qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Scénarisé par Baumbach et Greta Gerwig, qui est maintenant sa fiancée ou sa blonde, je ne sais pas, son mari. Mais à cette époque-là, ça commençait leur histoire d'amour. Donc, un film en noir et blanc. Ça raconte l'histoire de Francis, qui a 27 ans, le film commence, on voit sa relation fusionnelle avec son amie Sophie. Mais Sophie va se marier, va rencontrer quelqu'un, va déménager. Donc, ils n'ont plus vraiment la même vie. Alors, c'est juste Francis qui va errer d'appart en appart, essayer de vivre de la danse, parce que c'est ça son rêve, ça fonctionne mal. Donc, un peu ce qu'on a dit au début de l'épisode, là, dans cette un peu crise existentielle de 2 étapes dans une vie, on retrouve des thèmes assez similaires à Kicking Streaming. Mm-hmm. Mais là, du point de vue d'une femme, je sais pas ce que tu as ajouté là-dessus. Moi, je l'aime beaucoup. Il est en noir et blanc. C'est le premier film digital qu'il a fait. Ça sort super bien. C'est très Manhattan, quand même. C'est très Manhattan. C'est très Manhattan. Et de Woody Allen. J'adore ce film-là, bien sûr. Puis c'est en grande partie, je pense, à cause de Greta Gerwig aussi, là, parce qu'elle a une présence, elle dégage. Puis très authentique aussi. On sent qu'elle a l'impression qu'elle s'écrit elle-même. Là. Oui, très Manhattan. Très New York. On fait, tu sais, le sentiment qu'on avait eu quand on a déménagé à Montréal. On avait 23, 24 ans. Là. Ouais. Ah, la grande ville et tout ça, c'était beaucoup plus excitant dans ce temps-là. En ce moment, c'était un peu de la... Mais dans le temps, c'était très excitant. Et c'est ça, c'est très puissant. Ça fait vraiment sentir... Ah, j'étais nostalgique en écoutant ça. Ça. Et peut-être que je voulais dire... Il y a une petite affaire aussi, jeu légitime, parce que c'est une grande histoire d'amitié aussi. By the way, Noah Baumbach, c'est du cinéma de scénariste aussi. Je veux dire, on parle pas beaucoup de mise en scène, je voulais juste le spécifier, mais c'est à cause de ça aussi. Ouais. C'est très Truffaut aussi. Puis il y a même une musique, il y a une bande sonore qui ressemble énormément à la musique de Jeux légitimes. On dirait qu'il a juste dit demander à un compositeur, peux-tu faire quelque chose qui ressemble à ça? T'sais? Puis en plus, quand elle joue au début, ils sont en bicycle, au début du film de Jeux légitimes. Bon, non, il y a beaucoup de ressemblances, t'as raison. Hein. C'est drôle, parce que qu'est-ce que ça soulève et qui est très vrai, c'est que les grandes amitiés, c'est aussi des grandes histoires d'amour. Puis quand elle parle de son ami, elle en parle comme d'une histoire d'amour. Ouais.
Je trouve ça incroyablement touchant. Très, très belle scène aussi quand elle se déclare, là, puis elle dit, genre, la seule chose que je veux, l'envie, c'est que dans le fond, on est dans un party. C'est un peu de quétaine sur les bords, mais c'est très touchant aussi qu'on veut un eye contact avec un ami, puis on sait qu'on est là pour ça. On n'est pas possessif, mais on se connaît, puis on a notre propre monde, tu sais. Et c'est très beau. C'est très... excuse-moi. Non, vas-y. Adam Driver là-dedans. Et pour jouer le petit hipster gosse de riche, vraiment plein d'énergie. Il me faisait un peu penser un comédien de théâtre à Montréal. Ceux qui sortent de l'école de théâtre sont toujours présents. Dans le monde de l'impro, il y en a pas mal des gens. Ah ouais, c'est ça. Bon, j'en ai rencontré beaucoup grâce à vous, toi puis Frank, là. Ah, man. Il est parfait là-dedans. Mais on feel pour elle aussi parce que c'est pas facile. Tu sais, elle est pas assez bonne tant que ça en danse pour être où est-ce qu'elle veut. Elle a la tête un peu partout. J'ai trop de choses à dire sur ce film-là. Oui, vas-y. Elle aménage avec les deux dos, les deux gosses de riches. Là. Puis ça, je trouve que c'est très oppressant et triste quand ils leur disent genre, on va engager une maid, là, c'est seulement 400 par mois. Puis elle est comme, mais vous vivez dans quel monde? Si je suis pas de votre. Ben oui, non. Elle dit, je suis pauvre. Elle est comme, t'es pas pauvre. C'est genre, mais c'est pas correct de dire que t'es pauvre. Il y a des gens réellement pauvres dans la vie. Puis elle est comme, ouais, j'imagine. Non, fuck. Alors. Et à Paris. Ça, c'est bon, là. Moi, tu choisis. Non, mais juste pour l'expliquer, elle va à Paris pendant quoi? Même pas 48 heures? Ouais, 2-3 jours. Et. C'est tout? Et c'est tout. Elle fait rien à Paris, alors qu'elle faisait rien à New York. C'est juste qu'elle a déboursé un billet d'avion pour aller rien faire à Paris, rencontrer personne. Par pression aussi, parce que les gens font des choses autour d'elle. Puis elle dit, mais je vais y aller. Elle décide, je vais prendre votre appartement à Paris. Ben, elle y va, puis très réaliste. D'habitude, les voyages dans les films, c'est toujours les belles fortunes à faire. Non, c'est ça un voyage aussi. Ils n'ont pas montré la Tour Eiffel. Il y a les Champs-Élysées à l'arrière, mais je veux dire, c'est pas touristique comme image de Paris pendant qu'elle est là. T'sais. Non, c'est pas féerique. C'est vraiment pas Woody Allen. Non. Woody Allen, c'est insupportable quand tu vas dans d'autres pays parce que tu fais juste. Non, elle, c'est très réaliste. Elle arrive là-bas, elle est un peu jet lag. Elle est dans sa chambre d'hôtel, elle entend des kids dans la rue, puis il est l'après-midi parce qu'elle est jet lag. Non, mais elle prend une pilule parce qu'elle se dit, j'arrive pas à dormir, 7 h du matin. Elle se réveille à 4 h l'après-midi. Puis c'est sa seule crise de journée au complet. Là. Puis là, elle sait pas trop quoi faire. Fait elle se grouille pour apprécier son voyage. Elle sort dehors, mais elle s'assoit sur un banc de parc. Exactement ce que j'ai fait à Londres quand je savais pas quoi faire. C'est juste assis avec mon manteau. Je suis, parce que je sais pas où mettre mon manteau parce que je connais pas la température, puis je suis juste là. Puis elle appelle son ami. Elle appelle son ami. Son ami la rappelle pour dire, on est tellement content que tu sois là, viens chez nous. Elle vient d'arriver à New York. Non, c'est très bon. C'est très real. Oui, un de mes préférés de Baumbach. Avant de passer au prochain tout de suite, on va parler entre-temps. Il y a eu While We're Young en 2014. Donc, 2 ans après. Vite, c'est un film que moi, j'apprécie beaucoup. Un gros casting. Ben Stiller, Naomi Watts, qui font un couple dans la mi-quarantaine. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ne se reconnaissent pas beaucoup avec leurs amis de leur âge. Et ils vont rencontrer Adam Driver et Amanda Seyfried, qui, eux, ont à peu près 25, 26, 27 ans, qui sont des hipsters bourgeois. Le clash des deux générations est tellement bon. Là, ça donne lieu à des scènes hilarantes, quand même. Là. Ouais, non. Moi, j'aime beaucoup ce film-là, quand même. Ben, beaucoup. Je l'aime pas mal. Parce qu'à un moment donné, naturellement, le scénario, il se rattrape éventuellement. Puis on doit avoir le film, tout ça. Mais juste ces deux mondes-là qui se rencontrent. Et bien sûr, l'énergie que la jeunesse apporte au vieux placard de la quarantaine où là, comme les choses commencent à s'installer, à être un peu trop ancrées. Puis la vitalité, le dynamisme sont comme moi, mais c'est très pathétique. Moi, j'ai l'impression que je vais être de même, là. Ouais. Je vais être ça, là. Je suis déjà ça. Puis je me reconnaissais énormément là-dedans. Puis tu sais, Naomi Watts qui commence à faire des cours de danse hip-hop, là, puis lui qui s'achète un chapeau, je sais pas trop. Jeez. C'est beaucoup plus fake et moins nice que ça a l'air. Oui, c'est de la performance, en fait. Ils sont en performance constante d'être jeune en ville et être in puis cool. Là, on va parler de Mayoritz Stories New and Selected 2017. Donc, un film Netflix qui s'est rendu en compétition à Cannes pour la Palme d'Or. Ça a fait la controverse, étant donné que c'est Netflix. Là-bas, c'est hué, les films Netflix. Donc, l'histoire, on en a brièvement parlé quand on a fait un parallèle avec The Squid and the Whale. Mais là, c'est une famille dysfonctionnelle. 3 frères, sœurs, 3 frères demi-sœurs, bref, qui sont de la même union du côté du père. Donc, ils sont forcés un peu de se revoir parce que le père va être hospitalisé. Mais... En gros, c'est un peu dur à décrire comme histoire parce que ça marche par chapitre. Fait que c'est vraiment comme on voit les personnages isolés avec le père. T'sais. Donc, quasiment la première demi-heure, c'est Adam Sandler avec son père. L'autre demi-heure, c'est Ben Stiller avec son père. Puis le dernier tiers, c'est un peu toute la famille. Mm-hmm. J'ai vraiment aimé le revoir.
Très bien écrit. Les dialogues. Incroyable. Ouais. Alors moi, j'ai aimé le revoir. Je l'ai réécouté puis je me suis dit, c'est le meilleur film de Norbert. C'est ça. Ouais. Full on. Je trouve que c'est un film incroyable. Tout le monde devrait vraiment écouter. Réécouter aussi parce que la subtilité, naturellement, d'un dialogue est assez incroyable. Pas seulement les dialogues, mais l'acting. Tous les acteurs sont sensationnels. Ouais. Tout marche. C'est incroyablement bien écrit. Puis c'est drôle parce que des fois, depuis tantôt, tu essaies de résumer l'histoire des films de Norbert Bach. Ça sert un peu à rien. Ouais. Parce que il faut juste que tu résumes les personnages, de quoi, qu'est-ce qu'ils sont, quels sont leurs... Puis après, on peut comprendre un peu plus ce qui se passe. Non, c'est vrai, t'as raison. Puis pour ça, j'ai là, c'est parce que je vais à la misère, j'ai énormément de choses à dire, mais je sais pas dans quelle heure le faire. Ben écoute, d'abord, justement, les personnages qui sont pas capables de connecter ensemble, tu sais. La relation père-fils est similaire à la relation père-fils dans The Squid and the Whale, mais là, on est rendu plus tard. On a le père qui a eu un certain succès en art visuel, sculpture, mais crime, il est plus dans le game, puis ça a jamais été un si gros hit que ça. Il y a un ami qui lui a beaucoup de succès. Exactement. Qui est très amer. Mais quand ils se overlappent tellement, mais c'est pas gossant d'un point de vue. En tout cas, moi, je trouve pas ça gossant comme spectateur. Je trouve justement que c'est très riche, puis ça en dit tellement long. Là. Puis le meilleur exemple de ça, c'est peut-être quand les deux frères, Ben Stiller et Adam Sandler, sont à l'hôpital, ils marchent et tu vois qu'Adam Sandler, il veut connecter avec son frère, il essaie de finir ses phrases. Mais il est tout le temps à l'inverse de ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi il est tout le temps à l'inverse? Parce qu'il ne veut pas entendre son frère dire qu'il a du succès dans la vie. Ouais. C'est ça qu'il dit tout le temps. Genre, il est toujours en train de. L'autre, il comprend pas pourquoi il dit ça. Il est comme tu voulais quelque chose de plus petit dans ton entreprise. Non, je voulais quelque chose de plus gros. Puis là, il est comme mais tes actionnaires t'ont suivi parce qu'ils sont obligés. Non, je les ai convaincus. J'ai fait quelque chose. Donne-moi mon crédit. J'ai fait quelque chose de gros, mais lui, il veut pas l'entendre parce qu'il fait rien dans sa vie. Il travaille pas, puis tout ça. Mais à la toute fin, il connecte. À la toute fin de la scène, ils finissent par connecter. Mais c'est pas juste les dialogues qui sont. C'est pas juste des dialogues de sourds. Tout le monde peut en écrire au théâtre des dialogues de sourds. Genre, c'est tellement. On voit ça, puis c'est mal fait. C'est autre chose. C'est des fois dans la même scène, quand quelqu'un aborde un sujet, l'autre il va l'interrompre pour changer de sujet, puis après il va l'avoir entendu quand même le sujet parce qu'il va avoir une réaction face à ce sujet-là parce que ça le fait sentir insécure, puis il va se lever, puis tu vas sentir qu'il va essayer de parler d'autre chose qui pense qu'il n'est pas connexe, mais qui est connexe parce qu'il n'aurait pas parlé de... C'est très complexe. Oui, mais c'est subtil aussi. Là. Justement, le père qui va souvent répondre par un exemple de sa vie à lui. Il y en a tellement des gens qui font ça, mais tu sais, à place juste d'écouter, ça serait sûrement la meilleure solution, d'écouter. Il va juste interrompre puis dire moi quand j'ai fait ça, telle affaire, tu sais, par son expérience, essayer d'avoir de la compassion, mais ça marche pas vraiment. Hein. Ça marche pas, ça veut pas marcher. Mais non. Parce que ces gens-là, oui, il y en a qui sont déplaisants, il y en a qui ont des problèmes, mais en bout de ligne, on les comprend, on les aime, puis ils se gèrent eux-mêmes, ils apprennent à se connaître, puis c'est beau ce film-là, il y a des scènes de beauté incroyables, une scène ils apprennent que leur sœur a été agressée. Ça, c'est bon. C'est bon, puis je vais te dire pourquoi c'est bon. Okay? Parce que là, ils décident vraiment... Ils se connectent pour la première fois, ils connectent en détruisant une voiture, c'est pas du tout leur genre. Ils le font de façon très drôle, bien sûr. Après, ils sont excités, ils rentrent dans l'hôpital. Ils ont du sang. Ils ont du sang, puis là, enfin, ils se sentent bien parce qu'ils ont expulsé une certaine stress parce que leur père est à l'hôpital, puis là, c'était difficile pour eux autres. Mais tu sais, c'est parfait, c'est après. C'est en sortant... sa sœur, elle voit qu'ils se sont fait à la voiture, puis elle dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Comme, on voulait se venger, là, puis elle est comme, bravo, vous autres, vous avez fait ça. Moi, j'étais encore fucked top, ça m'a absolument rien. Ça m'a pas aidé, là, c'était juste pour vous, là. Et ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant. Parce que on n'est pas resté sur. On comprend, c'est encore plus cerné. Non, c'était juste pour eux, ce moment-là. C'était pour faire un acte pour la famille. Ils n'ont pas vengé leur sœur. Ils ont juste défoulé leur rage c'est ça. Qui est en lien avec autre chose, là, tu sais. C'est ça. On parle pas beaucoup de la technique, mais le côté gritty de l'image est super beau aussi. L'image est très belle. Très belle. La musique, naturellement, très beau. Le montage aussi... Le montage est aussi bon. C'est parce qu'il y a beaucoup de dialogues aussi. C'est beaucoup des scènes de dialogue. Ça peut devenir lourd, je comprends. Là. Mais il faut... j'aime beaucoup le personnage de la sœur aussi. Parce qu'elle était en retrait. Mais c'est parfait. Parce que tout ce qu'elle dit est right on. C'est ça, sa position dans la famille. Donc, c'est ça sa position dans le film. Puis elle marque autant que les autres, je dirais. Puis... c'est très beau. On a eu une expérience qui ressemblait au film parce que pour s'en venir ici, on s'est cherché du parking pendant 5-10 minutes. C'est ça que je disais, oui. Ces films-là, c'est ça que j'aime. C'est qu'il y a des scènes, tu sais, sont à New York puis on est près de parking. Le film ouvre sur Adam Sandler qui cherche du parking, mais c'est récurrent dans son cinéma, mais c'est toujours fait avec humour. Puis... C'est ça la vie, man. Oui. C'est ça la vie quand t'es à New York. Puis imaginez à New York chercher du parking, c'est l'enfer. Ouais, j'ai déjà essayé. Je sais qu'on a dit tantôt quand t'es venu faire un livre parce que j'ai convaincu Mathieu de me faire un livre parce que je suis très manipulateur, Mathieu est trop gentil. Ça va te nourrir parce que mon père, c'est il y a nuit. Ouais, je sais.
Ce que je veux dire, c'est. Ce que je veux dire, c'est que dans Squid and the Whale, l'enfant, il fait une fugue à un moment donné, là, puis là, le père, il doit sortir pour essayer. Là, il le trouve, puis là, il dit tu vois, j'ai perdu mon parking à cause de toi. Puis l'enfant est là. Je m'excuse, papa. Parce qu'il sait. C'est du trouble en esti, ça. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. J'ai perdu mon parking parce que t'as voulu. Ouais, c'est. En tout cas, bref. Ouais, là, c'est encore. Il y a une belle scène là-dedans aussi. Très bonne actrice aussi, le personnage de la belle-mère, là. Ouais, toujours saoul. Ben oui. Ben oui. Oui, je savais. C'est sûr qu'elle est bonne. Ah, c'est vrai. On va conclure avec Marriage Story 2019. Marriage? Ouais, ça, c'est le pire mot pour les Québécois, là. Ouais. Comment les Français. Comment on dit? Ça a pris du temps. Non, là, je ne serais pas capable, là. Marriage. Marriage Stories. OK, pas évident. 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur acteur, actrice, Adam Driver, Scarlett Johansson, meilleur scénario, trame sonore. Tous des nominations pas gagnées, sauf Laura Dern qui s'est mérité l'Oscar de l'actrice de soutien. Tous les acteurs sont bons. Moi, c'est mon préféré. À moi, j'ai l'impression que tout fit parfaitement. Tous les éléments qu'on a jasés avant, les personnages, le type d'humour, les dialogues. Des fois, c'était pas parfait. Des fois, ça pouvait taper ses nerfs. Des fois, là, ça marche ensemble. C'est comme, mettons, Xavier Dolan, il y a des films qui me gossent. Ça crie, ça chiale, mais Mommy, tout fitait parfaitement. C'est un peu le genre de comparaison que je peux faire parce que j'ai vraiment été touché la deuxième fois que je l'ai vu, comme la première, mais je veux dire, ça m'a autant touché comme si c'était la première fois. Tu sais, c'est sorti en 2019, ça faisait même pas 2 ans, je l'avais vu. Larme à l'œil à la fin. Tout le long, je suis accroché sur un film de 2h15. Rapidement, pour le synopsis, là, il est plus facile à expliquer. C'est plus complexe que ça, mais ça reste un divorce entre Charlie et Nicole, qui sont un couple. Un est metteur en scène, l'autre est actrice, sont à New York, pièce de théâtre. Et dans le fond, ils vont se séparer, mais ils veulent faire ça de manière amicale pour le bien de leur fils de 8 ans. Ils veulent que ça se passe bien, mais ça va un peu tourner au vinaigre, surtout du fait que Scarlett Johansson va retourner dans sa famille à Los Angeles, parce que c'est là qu'elle vient, c'est là que leur fils est né. Et étant donné qu'ils sont dans 2 États complètement différents, Adam Driver, lui, doit continuer à travailler à New York. Ça rentre dans des processus judiciaire, d'avoir ça va trop loin. Bref, là, d'avoir des avocats. Tu n'es pas censé prendre d'avocat, c'est ça. Elle apprend un avocat. Le but, c'était pas de prendre d'avocat. Ouais. Et là, ça c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Ils sont dépassés par les événements. Mais, tu sais, moi, habituellement, là, quand tu as des trucs judiciaires dans un film, là, des scènes dans un palais de justice, je trouve ça emmerdant. C'est jamais cinématographique. C'est tout le temps lourd. Pas emmerdant là-dedans. Non, justement, il n'y en a pas beaucoup des scènes vraiment dans la cour, mais justement, celle qui est dans le palais de justice est filmée close-up sur les personnages. Puis à la fin, tu as une wide shot que, OK, ben oui, on est là, il y a du monde. Je trouvais ça vraiment bien filmé pour ça. Bref, même des scènes avec les avocats. Les avocats sont tellement colorés. Laura Dern, Ray Liotta. Ray Liotta, je ne l'avais même pas reconnu tellement. Il est tellement bon, il est tellement convaincant. Là. C'est parfait. Les personnages sont tellement forts. Tout le monde, les performances sont forts, mais sont bien écrits aussi. Ça fait que tu passes à travers 1000 émotions, puis même si ça peut être chargé en termes d'informations, de OK, la garde, puis tout, c'est vraiment fluide tout le temps. Ouais. Ce que j'aime le plus là-dedans, j'aime même le film relativement plus que Kramer versus Kramer, qui était le même genre. En fait. C'est pratiquement, bref, New York, divorce, naturellement. Ce que j'aime là-dedans, tu sais, le film au début, là, ça commence avec un genre de montage, chaque personne décrit l'autre en voix off, puis tu sais, les points positifs, qu'est-ce qu'il admire chez l'autre. Là. Ça commence presque une Amélie Poulain. Là, tu sais comment ce genre de cinéma-là peut m'adresser un peu. Bon, mais là, il décrit qu'est-ce qu'il aime chez les autres, c'est l'autre, puis c'est très beau, puis c'est OK, on comprend, oui, OK. Et là, le montage, non, ça, c'était dans le contexte d'une rencontre avec un psychologue de couple, il fallait qu'il écrive les choses. Puis là, on est dans un autre. Non, on est dans l'après. OK? Ouais. On est dans l'après. Et malgré tout, on voit que c'est ça aussi le couple. Ça peut aller bien, on peut aimer l'autre. Quelque chose finit, quelque chose manque. Mais il reste quelque chose de fort. Là, puis ils ont beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. C'est ça qui est difficile naturellement quand ils divorcent puis quand ils se prennent des avocats, c'est que c'est un combat de récit. C'est ça qu'on voit dans les grandes scènes. La scène était surtout forte pour moi, la scène de
de tribunal, parce que c'est ça, c'est deux histoires. Parce que c'est ça, quand tu vas voir un avocat, il faut que tu te défendes. Tu crées ton propre récit. Ouais, ta propre interprétation, ça va être les propres éléments qui vont pouvoir aller mieux avec ton récit à toi. Ah oui, des récits de violence incroyables, alors que la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est jamais ça. C'est des nuances. On parle de deux autres personnages, une autre famille. Tu sais, puis c'est violent, puis c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse de faire ça à deux personnes qui s'aimaient. Et pour rien, et pour toi. Le montage en ensemble est super bon, puis en lisant un peu, je découvrais que c'est la même monteuse pour tous les films de Baumbach depuis Francesa. Fait que veut pas, quand il y a un certain tandem qui se crée, ça finit par paraître. Là, il n'y a pas une scène qui est trop longue, je couperais même pas dans le film pour le raccourcir. Tout à sa place. Puis justement, tu as des scènes qui sont plus longues dans l'émotion où la mise en scène est quasiment effacée parce que ça laisse toute la place au personnage. Évidemment, on pense à la scène peut-être dans l'espèce de nouvelle maison là, d'Adam Driver là, quand il était à Los Angeles et que là, Scarlett Johansson vient la rencontrer. On est aux 3/4 du film et il lui dit, garde, on va essayer de... Tu vois vraiment qu'elle veut reprendre ça en main puis essayer de revenir à leur plan initial, de régler ça entre eux. Ça passe au débat de base, mais ça finit avec des coups de poing dans le mur, puis les grosses crises intenses de « Oh my God! » Ça, c'est la scène Oscar, ça. Ben oui. Ça se voit tout de suite, là, c'est comme... Ouais. Au début, elle m'avait beaucoup affecté, puis la deuxième fois, là, j'étais comme « Ah, ouais, c'est... » En fait, c'est inévitable, c'est pas de la faute du réalisateur. Il y avait besoin d'une scène comme ça où ils se confondent vraiment dans... C'est drôle. Dans ce film-là, en réécoutant, je l'ai un peu moins apprécié. Okay. Puis je vais expliquer un peu à peine. Je l'aime beaucoup. À cause de quoi? Parce que tous les acteurs sont incroyables. Mais malheureusement, Scarlett Johansson n'est pas de niveau, je te dirais. J'y crois moins. Et après, je me suis demandé, est-ce que je blâme Scarlett Johansson ou peut-être que je blâme le scénario et l'écriture pour son personnage? Parce qu'après tout, le film est plus centré sur le personnage d'Adam Driver. Ouais, un petit peu plus, un genre de... plus, pas mal, en fait. On le suit à Los Angeles, d'avocat en avocat, les détails, là, il faut qu'il retourne à New York pour essayer de monter sa pièce de théâtre, il stresse l'appartement, bref, l'Halloween. Puis... Ouais. Il y a beaucoup de scènes avec Laura Dern du côté, avec Scarlett. Ouais. Mais je trouvais que, justement, contrairement peut-être à The Squid and the Whale, que la mère est à peu près inexistante dans le scénario. Ouais. Là, on était un peu plus proche d'un 60-40%, là. Mais ouais, c'est vrai qu'on a peut-être un attachement plus fort avec Adam Driver parce qu'on a l'impression que c'est lui qui se fait avoir là-dedans, en quelque sorte, avec l'affaire d'avocat, parce qu'il est comme... Ouais, c'est plus son point de vue. C'est vrai, c'est lui qui se fait avoir. C'est surtout lui qui se fait avoir. Il y a moins d'argent aussi. Ouais, c'est ça. Mais aussi, je pense que c'est à cause d'Adam Driver. Il est trop bon. Ouais. Je veux dire, il y a une présence incroyable, corporelle, un ton, il y a absolument tout. Et naturellement, je veux dire, c'est ça, comment tu peux combattre ça? Dans son langage corporel, il est exactement ce personnage que la scène demande à ce moment-là. Puis le moment qu'il lit les dialogues, il est absolument incroyable. Bon, moi, il y a une scène où j'ai pleuré. Ouais, et j'ai eu des périodes dépressives dernièrement. OK. Sûrement. Tu en parles? Hein? Non, je ne vais pas en parler, je le mentionne. OK, parfait. Et j'exagère, là, mais je veux dire, il y a la scène quand il chante. Oui. Ah, ça, je l'ai écouté, là. Je l'ai écouté sur Netflix, sur YouTube, là. J'ai écouté près 15 fois. Oh, ouais. Des fois, j'avais les larmes aux yeux. Ah, c'est super bon. Et moi, qu'est-ce qui me fait pleurer d'habitude, c'est genre fucking Schindler's List, là. Mais ça, c'est très touchant parce que, bon, on le sent que c'est un homme de théâtre, ça se voit. Il a tellement l'air d'un metteur en scène, là. Incroyable, de New York, puis tout. Quand il dit que les affaires, il a l'air d'un metteur en scène. Puis qui d'autre que quelqu'un de théâtre qui, dans une fucking... Un restaurant va se lever pour chanter au micro une toune de pièce de théâtre qui vient de... J'ai oublié le... Ouais, moi aussi, j'ai oublié. Being Alive, là. Ouais. Là, ça commence pour essayer d'être joyeux, puis tout, mais là, ça devient real, sérieusement. Ça devient real très vite. Et il y a une telle énergie, puis il chante pas parfaitement bien, et c'est parfait, mais il chante très bien. Company. Hein? The Company. The Company, ouais. Mais cette scène-là est absolument incroyable. L'émotion est... Puis j'aime beaucoup quand il s'en va, mais il décide de revenir, là. Oui. Puis là, ça devient... Parce que c'est surtout vers la fin du film, après tout, c'est notre... Puis tout ce qu'il a supporté, parce qu'on voit que c'était extrêmement stressant. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, puis il le supporte complètement tout le long, parce qu'il essaie d'être fort, puis là, ça sort... très, très, extrêmement touchant. Ouais. Mais rien qui me touche, en vie. Non, sauf ça. Il disait que, bon, ce film-là, alors que The Squid and the Whale, c'est inspiré du divorce de ses parents, là, c'est son propre divorce avec Jennifer Jason Leigh qui l'a inspiré. La situation n'est pas pareille, les enjeux sont pas pareils. On le vit vraiment différent, même si c'est deux histoires de divorce, c'est deux films complètement différents. Puis il y a d'autres scènes, genre peut-être une petite énumération rapide, mais évidemment, là, avec le couteau, là, ça, c'est... c'est incroyable. Ça, c'est L'exacto, là. L'exacto. La madame. Qui est malade.
malaisante, cette madame-là. Puis j'ai l'impression que c'est le même pour vrai dans la vie. Elle rentre, puis c'est comme... Non, c'est évident qu'elle, elle peut pas être autre chose qu'une madame qui vient de checker les... tellement. Exact. Ça, c'était... En plus, c'est mon genre. Puis moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est les petits détails aussi. Genre, tu sais, comme voulez-vous un verre d'eau, puis là, il est bête, puis là, il essaie d'ouvrir l'armoire, mais il l'ouvre du mauvais bord. Puis là, elle se dit, il est pas souvent ici. C'est comme c'est louche, il est pas très présent pour son enfant. Oui. Très humain, c'est ça. C'est extrêmement humain, puis c'est en nuance. Puis c'est ça, les êtres humains, c'est complexe. Hein. Puis les émotions sont complexes. Puis on le sait, mais on le voit pas nécessairement si souvent, ça, dans les films. Oui, exactement. Cette subtilité-là. Hey, ça fait le tour. Si vous n'avez pas vu Noah Baumbach, allez voir ses films sur Netflix. Il y en a une coupe. Les 2 derniers qu'on a parlé, c'est des films produits par Netflix. Donc, évidemment, ils sont que là. Ça vaut vraiment la peine. Et son prochain, j'ai regardé, il est en tournage. White Noise. White Noise. Adaptation d'un roman très important d'un grand auteur américain. Don DeLillo. Don DeLillo, oui. Tu connaissais le roman? Je l'ai pas lu. Non? Mais je sais que c'est un roman toujours en librairie. Mais Don DeLillo, c'est comme un des plus grands romans, un plus grand écrivain contemporain américain. Okay. Fait, c'est quand même pas rien. Il n'adapte pas de roman normalement. Non, c'est très bizarre. Ouais. Puis Greta Gerwig et Adam Driver. Oui, aussi. Jesus Christ. Je sais pas ce que ça va donner, par exemple. Non, je connais pas trop l'histoire du livre. Je sais pas. C'est comme un professeur qui était reconnu pour ses études sur Hitler. OK. Fait que ça va être ça. J'imagine que Adam Driver va être le professeur. Mais j'imagine, oui. Ils sont sûrement en tournage en ce moment. Ça disait fin 2021. Fait que j'imagine qu'ils sont encore là-dedans. Fait que bien curieux de voir ça. Merci, Joe. Merci, Max. Je suis désolé aussi.